Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 27 avril. Favoriser les circuits courts et promouvoir le commerce local, la 3e édition de la Fête internationale des marchés est lancée depuis ce vendredi à Versailles. Les parrains de l'événement étaient présents pour l'occasion. Plus de 1000 marchés participent à l'événement cette année en France. Un plan qualifié de la dernière chance. Jean-Louis Borloo a dévoilé jeudi son rapport pour les banlieues. Celui-ci doit permettre de réduire les inégalités entre les territoires et encourager un sursaut de la nation. Nous en parlerons avec notre invitée Suzanne Blanc, vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, responsable de la politique de la ville notamment. Dans le reste de l'actualité, retour sur l'installation de Jean-Jacques Brault en qualité de nouveau préfet des Yvelines ou encore la restauration de l'église Saint-Victor qui se poursuit à Guyancourt. Une journée classée orange dans les deux sens. La circulation sera compliquée samedi sur l'ensemble du territoire et particulièrement en Ile-de-France. Bison Futé conseille d'éviter notamment la zone du péage de Saint-Arnoux en Yvelines en fin de matinée et fin d'après-midi. Le reste du week-end jusqu'au 1er mai est lui classé vert. En revanche, la galère continue pour les usagers des transports en commun. Les difficultés vont reprendre jusqu'à lundi matin. Nouveau préavis de grève des cheminots. L'état du trafic sur vos lignes pour Saint-Quentin en Yvelines est à retrouver sur transilien.com. À noter que la direction de la SNCF doit annoncer aussi des modalités de remboursement pour les usagers à cause des perturbations. Je vous en parlais dans les titres. La fête internationale des marchés 2018 débutera le 11 mai prochain. Le marché Notre-Dame à Versailles, tout juste élu comme le meilleur d'Île-de-France, participe à cette initiative qui vise à valoriser le commerce local. Ce vendredi, les parrains de la fête internationale des marchés ont parcouru les allées du site versaillais. Reportage de Marion Ptac et Nicolas Dandry. Du fromage, des légumes, de la charcuterie ou des pâtes fraîches, les richesses du marché Notre-Dame de Versailles, des produits inspirants pour les spécialistes de la cuisine comme les parrains de la Fête internationale des marchés 2018. On identifie ce que l'on va mettre à l'intérieur de son corps sur un marché, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de manière anonyme en mettant au four un plat préparé qui traverse toutes les saisons. On est là en train de suivre le pouls, on prend le pouls d'une saison. C'est un beau marché parce que je trouve qu'il y a beaucoup de producteurs directs et ça c'est très important. Je suis vraiment pour le kilomètre zéro consommé vraiment régional et des saisons. Les commerçants et producteurs partagent l'histoire des produits, manière de cuisiner ou de préserver l'aliment, des conseils donnés aux clients. Et on adore le faire parce qu'il y a la convivialité, on aime faire plaisir aux gens. C'est un vrai partage, on les voit heureux à travers les produits qu'on leur vend, donc tout ça, ça nous rend heureux. C'est ça la Christophine. Mais c'est joli. Il y a deux variétés, il y a la variété blanche et la variété verte. Mais écoutez, je pense que c'est vraiment un très beau marché et toutes les personnes qui viennent ici sont immédiatement conquis. D'abord, il est beau visuellement et surtout, il est beau et bon parce que les produits sont de qualité. Près de 105 marchés franciliens participent à la Fête internationale des marchés, une opération prévue du 11 au 27 mai. Vivre ensemble, vivre grand pour une réconciliation nationale, ce n'est pas le slogan d'une campagne présidentielle cachée, mais le titre du rapport de Jean-Louis Borloo pour la banlieue, rapport remis jeudi au Premier ministre et qui comprend 19 programmes pour remettre la République au cœur des quartiers populaires et atteindre l'égalité républicaine minimale sur l'ensemble du territoire français. Selon son auteur, Suzanne Blanc, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas l'auteur du rapport, mais vous êtes vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, en charge notamment de la politique de la ville. Vous êtes aussi première adjointe à Montigny-le-Bretonneux, déléguée à la vie scolaire. Comment, vous, avec votre expérience et votre regard d'élu local, vous avez accueilli ce rapport hier de Jean-Louis Borloo ? Alors déjà, je vais être tout à fait honnête, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas pris hier au soir comme livre de chevet. Ceci étant, j'ai regardé bien sûr les grandes lignes.
Bon, ce sont des préconisations. Après, il va falloir... il y aura des arbitrages fin mai, début juin. Arbitrages forcément. L'accent est mis sur la rénovation urbaine, l'accent est mis effectivement sur l'éducation. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il semblerait qu'il y ait une vision globale quand même qui se dégage. Le rapport a été plutôt bien accueilli globalement par les élus, associations. Est-ce que vous partagez aussi cette vision qui englobe l'ensemble du problème et pas forcément axée sur un point ? Je suis assez d'accord avec vous dans la mesure où c'est vrai que politique de la ville, on en parle depuis 40 ans. Enfin, il y a 40 ans que ça existe, mais que la société a évolué et que donc, et par conséquent, et Jean-Louis Borloo est un homme intelligent, il a dû regarder toutes les facettes, y compris les nouveaux volets, j'oserais dire, de notre société et ce à quoi il faut répondre de la façon la plus urgente. Voilà. Alors, Jean-Louis Borloo, justement, attaque très fort dans ce rapport, dans son introduction, dans les interviews aussi qu'il a pu donner. Ensuite, il attaque les élites françaises, la bureaucratie, la République en général, qu'il accuse en gros de lâcheté. Il dit notamment, là je le cite dans le texte, « Il est clair que l'écart des chances d'avenir selon les territoires, les origines sociales, la géographie urbaine ne cesse de croître. » Est-ce qu'aujourd'hui, la France est un pays plus inégalitaire qu'il y a 20 ou 30 ans, selon vous ? Moi, j'aurais pas tout à fait ce sentiment quand même. Il a raison par rapport au fait que certains décident de choses alors qu'ils sont assis chaudement derrière leur bureau, surtout en hiver. C'est vrai qu'il faut être sur le terrain pour voir les choses et les comprendre, pour voir les difficultés aussi, pour voir la vie qui pour certains habitants est compliquée. Ça, c'est un sujet qu'il connaît bien. Il l'a pratiqué lui-même. Donc voilà, et c'était un élu de terrain. Et ça, mis à part, je trouve que quand on a dit ça, on a tout dit. Si on ne va pas vérifier sur le terrain comment les choses se passent, ce n'est pas juste en lisant quelques bons rapports que ce soit qu'on arrivera à régler les problèmes. Mais globalement, vous ne partagez pas forcément son côté alarmiste pour la situation des banlieues. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, même ici, je suis plutôt une optimiste de nature. Alors, j'espère qu'on avancera vraiment, qu'on arrivera à créer, je crois qu'il veut 250 000 apprentis. Voilà, tout ça, ça fait partie des possibles. Quelle est la situation du coup à Saint-Quentin en Yvelines justement? Il y a 5 villes qui sont concernées par la politique de la ville. Il y en a 6, alors désormais avec Plaisir. Voilà, avec Plaisir et Mon Repas, qui se sont donc ajoutés en 2016, comme vous le savez, à l'Agglo plus Coignard, etc. Mais en politique de la ville à proprement parler, il y a effectivement Plaisir et Mon Repas en plus. Quelle est la situation à Saint-Quentin en Yvelines? Est-ce que certains quartiers sont dans des états très, très, très compliqués, très inégalitaires par rapport au reste du territoire? Oui, s'ils ont effectivement ce label politique de la ville, c'est qu'ils nécessitent non seulement l'aide de leur propre ville, mais aussi l'aide de l'agglomération, dont c'est, je le répète, une compétence obligatoire, la politique de la ville. Ouais. Voilà, donc on a mobilisé près d'1 300 000 euros l'année dernière. Mais du coup, les choses changent, les choses bougent positivement à Saint-Quentin en Yvelines? Alors, est-ce que les choses bougent positivement? Lentement, mais j'espère sûrement. Les problèmes, il faut les prendre... C'est un problème sur le long terme peut-être aussi, c'est difficile. Sur le long terme et dès le départ, c'est-à-dire dès l'école. Parce qu'on le sait bien, on se forme à la République quand on va bien à l'école de la République. Et alors moi, donc j'approuve tout à fait ce qui a été préconisé par Jean-Louis Borloo, ce qui est préconisé par le ministre de l'Éducation nationale. Alors, la scolarisation des enfants à 2 ans, ça, je suis un petit peu plus mitigée sur le sujet. Je suis un peu plus mitigée sur le sujet. C'est l'une des propositions de Jean-Louis Borloo de favoriser la scolarisation dans les zones d'éducation prioritaire dès 2 ans. Voilà, dès 2 ans. Vous êtes mitigée, pourquoi là-dessus? Parce que je trouve qu'un enfant à 2 ans, c'est vraiment très petit. Il a besoin de structures, qu'il soit dans une structure autre qu'au sein de sa famille, et qui plus est, il faut que la famille aille bien. C'est une chose, mais que ce ne soit pas une structure où on accueille 29-30 enfants. Ouais.
voire 32. Alors, c'est vrai qu'a été mis en place depuis cette année le dédoublement des classes. Ouais, il veut dans les l'extendre. REP+, pour les CP, ça va s'élargir jusqu'au CE1. Il veut l'étendre même justement au maternel. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi pas et je comprends tout à fait la philosophie. Mais vous dites que c'est à l'école, du coup, le principal, oui. le moyen d'action, le levier d'action principal, c'est l'éducation. Et le vrai lien qui vous tire vers le haut, parce qu'on apprend à l'école. Et on apprend surtout. Et moi, j'ai toujours été une fervente défenseur de l'école de la République parce qu'on a de bons enseignants, parce qu'ils se donnent du mal. Pour ça, il faut plus de moyens, c'est aussi le nerf de la guerre. On va pas... Alors, les moyens moyens semblait avoir du mal hier à parler de chiffres, mais on ne va pas se mentir, malheureusement, voilà. l'argent compte. Tout à fait. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre, comme vous le dites. Et on a les moyens aujourd'hui en France alors, est-ce qu'on a les moyens massivement moi, je pense qu'on a surtout peut-être besoin de former davantage de monde. Voilà, on ne pourra pas dédoubler des classes comme ça, en claquant du doigt. D'ailleurs, ça s'est bien vu cette année. Il n'y a pas encore beaucoup de villes qui sont traitées dans ce cadre-là. Donc, il faut plus d'enseignants. Ou une répartition différente. Enfin, en tout cas, il faut trouver une solution, parce que qui dit formation dit aussi, du coup, un peu de temps. Si les choses doivent démarrer relativement vite, il nous faut du monde en magasin. Donc, voilà. Mais moi, ça, j'y crois. Je voulais évoquer avec vous une autre proposition en rapport avec l'éducation, c'est celle de créer une école des leaders. Sur le modèle de l'ENA, mais du coup pour les banlieues, est-ce que c'est une bonne idée selon vous, ou alors certains semblent déjà la dénoncer avec une discrimination positive pas forcément bienvenue? Quel est votre point de vue à vous? Alors moi, je n'aime pas l'expression discrimination positive. Excusez-moi. Non, mais ce n'est pas de votre faute. Elle a été employée il y a déjà un certain nombre d'années. Voilà, parce que je trouve que c'est une espèce de balance là, qui me... voilà, justement, qui n'est pas équilibrée. C'est comme ça que je ressens. Sur la proposition de créer une ENA... on va dire pour les banlieues, c'est ça dans le texte. Moi, je trouve qu'il vaut mieux que tout le monde aille au même endroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que certains plutôt puissent réformer accéder. l'ENA. Voilà, que tout le monde puisse accéder aux mêmes écoles. Et c'était, enfin, souvenez-vous quand même, sous Nicolas Sarkozy, ça avait été un essai qui avait été fait et qui a quand même réussi à certains. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on continue dans ce sens-là, aider ceux. Mais ça, c'est pas propre aux villes qui sont en contrat de ville, c'est propre à toutes les villes. Dans toutes les villes, on a des enfants plus brillants que d'autres. C'est juste la vie. Et donc, je pense que. Alors, dans ces cas-là, effectivement, pour les villes qui sont en contrat de ville, il faut peut-être faire en sorte de faire sortir ces enfants du lot et de leur permettre un accès facilité aux grandes écoles, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais créer encore quelque chose de parallèle, c'est un peu dommage. L'idée de ce la plan, République, elle est quand même une et indivisible. Justement, la République, l'idée, c'est de la remettre au cœur des quartiers, de certains quartiers. Oui. On parle souvent, c'est un titre générique, mais d'un rapport, d'un plan de la dernière chance. Alors, c'est une facilité de langage, mais concrètement, si ça ne marche pas, ce coup-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait être la suite? Je sais que vous êtes optimiste, vous le disiez, pas pessimiste. Non. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite si rien n'est fait dans les années à venir? Selon vous, est-ce qu'on pourrait avoir je crois que c'est sûr qu'on ne peut pas, rester les bras croisés à se dire, avec ce qu'on fait, c'est déjà pas si mal. Il faut peut-être justement réviser. C'est le but du rapport de Jean-Louis Borloo, réviser un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Il faut le constater. Après, qui a la baguette magique? Malheureusement, j'ai peur que personne ne l'ait. C'est l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser, les entreprises, l'ensemble des les collectivités. acteurs, voilà, tout à fait, le développement économique. Enfin, ce qui se passe à l'heure actuelle déjà par rapport au contrat de ville, il faut que tout le monde soit mobilisé, il faut que les élus, quelle que soit leur étiquette, et c'est le cas d'ailleurs, s'entendent pour dire, voilà, là, il faut qu'on essaye d'avancer en faisant ça, ça et ça. Et je pense que là, il n'y a pas de... Enfin, rares sont ceux qui vont trouver à redire. Vous savez, en ce qui concerne... Il n'y a pas de baguette magique. Ah non, il n'y a pas de baguette magique. Mais il faut savoir s'écouter les uns les autres. Et rester optimiste. Rester optimiste, oui. Suzanne Blanc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au résumé de l'actualité de la semaine. D'accord.
Lundi, Jean-Jacques Brault est devenu le 19e préfet des Yvelines. Celui que la presse a nommé un temps le préfet des réfugiés a pris ses fonctions à Versailles après le départ de Serge Morvan. Quelques jours auparavant, ce dernier est resté en poste 2 ans et 8 mois dans les Yvelines, un territoire que connaît son successeur. Les détails d'Aurélie Ronze. Premier pas sur le terrain en tant que préfet des Yvelines pour Jean-Jacques Brault. Après un parcours riche qui lui a permis notamment de travailler en Outre-mer ou encore au Japon, retour dans un département qu'il connaît bien. J'ai eu la chance d'y être étudiant à HEC il y a quelques années, d'y passer mon permis de conduire à Versailles. J'ai habité à Jouy-en-Josas, comme vous l'avez compris, et au Vésinet aussi ultérieurement. Donc je connais un peu le département, je connais plusieurs personnalités éminentes de ce département. Je suis très heureux d'y être en poste. Même si Jean-Jacques Brault ne sait pas encore combien de temps durera son exercice à la tête de la préfecture des Yvelines, il connaît d'ores et déjà les enjeux de notre département. Il y a des dossiers de société extrêmement importants, des dossiers d'urbanisme, des dossiers religieux. Voilà, ce sont des questions graves qui méritent un grand investissement et d'abord, de ma part, beaucoup d'humilité et de modestie. Jean-Jacques Brault succède à Serge Morvan, une fonction qu'il aura exercée pendant 2 ans et 8 mois et qui aura marqué sa mémoire. Malheureusement, il y a eu l'attentat de Magnanville. J'ai passé la nuit dans cette rue. Je ne vais pas m'étendre là, mais je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'était très difficile. L'ancien préfet a dû quitter ses fonctions vendredi dernier, non sans un petit pincement au cœur. Mon principal regret, c'est de partir. Je serais bien resté encore longtemps dans les Yvelines comme préfet des Yvelines. Il y a encore tellement de choses à faire. Nommé commissaire général à l'égalité des territoires, Serge Morvan aura en charge la préfiguration de la future Agence nationale de la cohésion des territoires. Suzanne Blanc, 2 questions très rapidement, puisque en tant qu'élu local, vous avez souvent affaire au préfet. Quel souvenir vous garderez de Serge Morvan et est-ce que vous connaissez aussi le nouveau préfet, Jean-Jacques Brault? Alors, de Serge Morvan, qu'est-ce que je peux dire de lui? Que c'était quelqu'un vraisemblablement de très ouvert. Bon, moi, je ne suis pas en lien direct puisque voilà, ce sont les maires, voilà, tout à fait. Quelqu'un d'ouvert. Oui, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas avec tout ce qui s'est passé. Et puis aussi quelqu'un qui était attentif aux dossiers des communes, quelles qu'elles soient. Hein. Voilà. Alors, quant à Monsieur Brault, je lui souhaite... Vous étiez à la cérémonie, J'étais à la cérémonie, oui, tout à fait. Oui, j'étais à la cérémonie, mais enfin bon, dans ces cas-là, c'est pas là où on échange beaucoup. Tout le monde papote. J'espère qu'on aura l'occasion, et bien sûr, parce qu'il y aura des déplacements dans ce département des Yvelines de membres du gouvernement, donc on va le voir. Il a des spécialités, j'ai bien entendu, donc il en faut. Il a été spécialiste des réfugiés, donc dans notre département, c'est important. Aussi de près à TV78. Merci beaucoup Suzanne Blanc d'être venue et d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes, je le rappelle, vice-présidente de 50 ans en Yvelines, en charge de la politique de la ville et adjointe déléguée à la vie scolaire à Montigny-le-Bretonneux. Merci à vous et bon week-end. Merci à vous. À Ben, une cérémonie a marqué la fin de stage des tout premiers cadets de la gendarmerie. Ils sont issus du lycée Blériot de Trappes et de celui du Vexin à Chars dans le Val d'Oise. Mickaël Elmidero a suivi l'événement. Une première en Ile-de-France, ce vendredi 20 avril, une cérémonie a été organisée sur le camp de Ben pour récompenser la fin de stage de la première promotion des cadets de la gendarmerie de la région parisienne. C'est un symbole. Les cérémonies militaires ont une portée symbolique pour marquer leur intégration et leur appartenance à la grande famille, à la grande communauté gendarmerie. Cette année, 15 lycéens âgés de 17 à 21 ans ont intégré cette filière d'excellence. Ils ont reçu leur diplôme devant leurs proches. Ça fait plaisir de rendre fiers nos aînés, nos parents, notre famille, nos cadres. Ça va peut-être aider les futures générations à s'y engager aussi. Donc c'est un très grand honneur. Pour les soutenir, l'ex-boxeur Jean-Marc Mormec, actuellement délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, s'est rendu sur place en tant que parrain de la promotion. Moi, je suis très content de voir cette jeunesse qu'on en parle positivement aujourd'hui, qui font des choses. Et on parle beaucoup de jeunes qui font des choses négatives, mais aussi il faut parler des jeunes qui s'investissent et qui veulent faire des choses. Prochaine étape pour les lycéens de la promotion, le baccalauréat dans quelques semaines. Une fois leur diplôme obtenu, ils intégreront pour la plupart la gendarmerie.
Ils ne sont plus mensuels mais trimestriels. Les derniers chiffres du chômage ont été dévoilés cette semaine et la tendance est négative pour le département des Yvelines. Le chômage augmente de 0,9% pour la catégorie A, c'est-à-dire celle qui concerne les personnes sans aucune activité. Dans le département, le nombre de demandeurs d'emploi de cette catégorie justement s'établit à 65 210 au premier trimestre 2018. C'est la plus forte augmentation en Île-de-France devant les Hauts-de-Seine. Le chômage baisse en revanche dans le département du Val-de-Marne ou le Val d'Oise. Des travaux sont actuellement en cours à l'église Saint-Victor de Guyancourt. C'est la dernière phase de la restauration de l'édifice datant du XIIe siècle. Elle a débuté le 5 mars dernier et devrait se terminer courant mai. Les derniers travaux concernent la toiture du bâtiment. Un reportage de Nicolas Dandry. Bientôt la fin de 20 ans de restauration des travaux pour redonner une jeunesse à l'église Saint-Victor de Guyancourt. La dernière phase concerne la toiture du bas-côté de l'édifice datant du XIIe siècle. Une intervention menée par un cabinet d'architecture spécialisé dans le patrimoine historique. La pente étant inférieure au pourcentage de mise en œuvre de la tuile plate traditionnelle qu'on met en œuvre actuellement. On a été obligé de réaliser une sous-toiture en zinc. C'est les travaux d'étanchéité de la toiture, puisqu'il y avait des infiltrations d'eau. Et maintenant, à ce jour, on a réalisé l'ensemble de la toiture. Et ça veut dire que, sauf accident particulier, on va être tranquille pour une période de un siècle, voire un siècle et demi. L'église Saint-Victor a connu une longue cure de rajeunissement de son intérieur à l'installation du chauffage, à la toiture et au parvis devant le bâtiment. L'investissement total de la ville avoisine les 1,5 million d'euros. Il fallait le faire, de toute façon, comme c'est un monument historique, il fallait absolument que la ville s'engage à restaurer l'église. L'important, c'est de voir avant et après. Est-ce que cela attire beaucoup de personnes pour venir à cette église? C'est quand même une église qui est de Moyen-Âge, qui date quand même du XIIe siècle. Il y a pour ceux déjà qui suivent le culte, et puis il y a aussi le fait, je vous dis, c'est un bâtiment important quand même. Les bâtisses historiques, un domaine important pour la commune. Chaque année, la ville engage 600 000 € dans son budget pour l'entretien du patrimoine. Mercredi, jour de sortie au cinéma, jour de casting aussi à Trappes. L'équipe du prochain film avec Omar Sy recherchait sa Sophia. C'est le rôle de la fille du trappiste dans la nouvelle comédie réalisée par Michel Hazanavicius. Mickaël Elmidoro et Camille Lambert étaient sur place. Regardez. Écoute, c'est très gentil, mais d'accord, mais je veux pas voir quelqu'un. Ok, mais par rapport à moi, par rapport à maman. Enfin, si tu voulais, tu pourrais. Ah, d'accord. Ok. Premier casting pour Chérelle. Le temps de quelques minutes, elle devient Sophia, une enfant drôle et espiègle qui sera la fille d'Omar Sy dans un nouveau film. Pourquoi tu voulais avoir ce rôle? Déjà pour jouer avec Omar Sy et parce que j'aime bien faire du cinéma. Une ambition partagée par de nombreuses petites filles âgées de 7 à 12 ans. Le casting se déroulait à Trappes, ville d'origine de l'acteur. C'était comment? C'était bien, on m'a pris en photo, on m'a demandé de lire un test et voilà. C'est un acteur qui motive ma fille, elle regarde même sur sa chaîne de portable tout le temps. Elle me dit, maman, regarde Massi, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Et ça fait plaisir. Là, on cherche le personnage. Il y a des passages tests dans le texte. Il y a un moment, il n'y a que le personnage qui saura le dire comme il faut. Et c'est la vérité du casting, c'est-à-dire c'est après l'accumulation, quand on a vu beaucoup de gens, on commence à en savoir plus sur le personnage. On sait qu'elle est marrante, on sait qu'elle rigole bien avec son père. La comédie intitulée Le Prince oublié sera réalisée par Michel Hazanavicius, oscarisé en 2012 pour The Artist. Ce nouveau film avec Omar Sy sera tourné cet été 2018 en région parisienne. On referme cette émission avec une bonne action à présent. Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France. Beaucoup se retrouvent malheureusement dans la nature. Pour y parer, en avril, le comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines invite les clubs à participer à Randonnette, une opération de nettoyage des sentiers. Camille Lambert. Bouteilles en verre, sacs plastiques, cartons, ces déchets peuvent mettre plusieurs centaines d'années à disparaître dans la nature.
Armés de gants et de sacs poubelles, ces 15 randonneurs de l'ALS Elancourt ont prévu de nettoyer les abords du sentier. Sont majoritairement sur le bord des routes et aux abords des villes. Et en fait, sur les chemins, surtout dès qu'on s'éloigne des villes, les chemins sont relativement propres. En fait, les randonneurs sont des gens qui respectent la nature. Départ lancé au Ménil-Saint-Denis, à peine quelques mètres et déjà des trouvailles. Du plastique, oui, deux gros morceaux de plastique. L'association participe à l'opération Randonnette lancée par le comité de la randonnée pédestre des Yvelines. Un moyen de sensibiliser le public au respect de la nature. Le trajet se poursuit jusqu'à l'église de Lévis-Saint-Denis. Donc il y a une bouteille, et autrement du papier d'alu, du plastique, des mouchoirs en papier. C'est principalement ça, des petits morceaux de plastique. C'est pas énorme comme collecte. C'est plutôt positif du coup. Oui, pour les chemins, c'est positif. Pour les chemins, on le savait que c'est positif. Un maigre butin, synonyme de bonnes nouvelles pour la nature, car chaque année, près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits en France. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV78. D'ici là, restez connectés et informés grâce à notre site internet et application TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.